Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 69. Benz! Une belle semaine de films? Moi, j'ai une méga déception. Non! Des films le fun que j'ai du plaisir à regarder, mais pas vraiment de gros coups de cœur, vraiment. Mais Aïe des aïe! films cool. Christy, pis ta déception, je la connais ou. Ben, t'as connais certains, on en a parlé la semaine passée. Fait que... Caliste! Mais je peux comprendre. Je vais encaisser tes points, puis ben, je les comprends, je les respecte. Ok, ben, je vais te redire, je pense, là, parce que Ben oui, il je faut veux en en parler. reparler, il Tu sais, faut mais en en tout cas, reparler, c'est sûr. Puis toi, à part au-delà ça, de tout ça, ouais, vas-y. on découvre de bons films, tu sais. Ouais. Moi, cette semaine, Ben, j'ai un spécial. Un spécial Nick Cage. Est-ce le grand acteur Nick Cage? Parce que j'ai été voir son grand retour au cinéma, de Unrainbow Weight of Massive Talent. Unbearable Weight of Massive Talent. Là. Ouais, c'est ça, j'aime bien le dire. En français, c'est un talent en or massif. Donc, c'était écœurant comme film. J'ai hâte de t'en jaser. T'es-tu resté dans les films plus edgy de Nick Cage ou t'es allé comme dans Trésor National puis des films plus populaires? Je suis resté. Cette semaine, j'ai écouté mes films favoris de Nick Cage. J'ai pas écouté Mandy parce que je l'avais adoré, mais on en a parlé déjà quelques fois, puis je l'ai vu récemment, justement. Fait que je voulais pas aller vers Mandy ou ses derniers films que j'ai quand même aimé, mais que j'ai vu quand même récemment. Puis j'avais vraiment envie d'écouter des vieux films que j'adore de Nick Cage, puis que ça fait longtemps que j'ai pas écouté en général. Là. Fait que il y en a à la cheesy comme Trésor National, puis il y en a d'autres vraiment que ça a fait comment dire, la légende a été faite avec ces films-là, mais c'est pas des bons films en soi, là, mais on connaît Nick Cage pour ces films-là. T'sais. Fait que t'as pas regardé Raising Arizona, tu me dis. J'ai pas écouté ce film-là parce que je l'ai pas, puis Okay, je l'ai pas trouvé non plus, mais j'adore ce film-là, par contre. C'est un de ses plus grands films. Là. Ah, c'est tellement bon. Là. Ouais. Fait que je peux commencer avec ma grosse déception, si tu veux. Ouais, vas-y, qu'on s'en débarrasse. On va s'en débarrasser, puis on va vider le méchant tout de suite, là, pour garder ça en dedans tout le long. Là. Ça fait une semaine que j'ai ça en dedans, puis là, je vis mal. J'ai été voir Fantastic Beasts, Les Secrets de Dumbledore. The Secret on Dumbledore. C'est quoi ça, le secret? C'est quoi le secret? C'est quoi? Il n'y en a pas de secret. Puis, c'est ça, méga déception. Je m'attendais pas à. Je m'attendais à un film d'Harry Potter. J'aime beaucoup Harry Potter, je suis un gros fan. Puis je me suis dit, ça va être facile de m'accrocher parce que déjà à base, je suis vendu. T'sais. Mais surtout qu'il y a plus de subtilité à la Harry Potter que dans les deux premiers films. En plus. Puis même là, en étant déjà vendu au film d'avant, je disais, je vais aimer ça. J'ai trouvé ça absolument pourri, absolument beige, avec rien d'intéressant dedans, je trouve. Là. Parce qu'à la base, il n'y a aucune histoire. C'est comme un film qui se veut politique sans être politique, parce que dans le fond, c'est Grindelwald qui se lance en politique. Le but, c'est juste de salir sa campagne. C'est que sans campagne, c'est n'importe quoi parce qu'il ne parle pas de politique. Puis quelque chose que je suis déçu dans celui-là, qu'il y avait peut-être dans les films précédents, qu'on a vu à partir de la fin d'Harry Potter, c'est le croisement entre le monde des Moldus et le monde des magies, des magiciens, qui est comme pas existant dans ce film-là. On est comme juste dans le monde magicien, puis pourtant, la guerre, c'est contre les Moldus. Fait que là, je suis comme, pourquoi on oublie ça tout d'un coup quand dans le 2, c'était vraiment important? Puis tu sais, surtout avec le discours de la fin du 2, où est-ce que tu vois comme la Deuxième Guerre mondiale, puis tout, puis c'est magnifique, là, puis tu es comme, oh wow, ça présage une belle suite, puis tout, puis finalement, ils laissent tout ça de côté, puis c'est plate. Ouais. Ben, je pense, tu sais, à ce niveau-là, je pense qu'ils réservent quelque chose pour justement les deux prochains films, si jamais ils ont lieu là, dans un avenir proche. Mais je pense que ce film-là, c'était plus pour la montée, si tu veux, la montée dramatique de la guerre entre Dumbledore et Grindelwald. Puis, après ça, on va, j'imagine dans leur tête, après ça, on va voir la guerre entre les Moldus, puis les... Mais
suis d'accord avec toi. On était assez distants des 2 premiers films aussi. C'est pour ça que je te disais, pour moi, personnellement, j'ai aimé le film. C'est un film quand même très divertissant. Là. La magie est grandement présente là, dans ce film-là. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que les 2 premiers films, vu qu'on mélange un peu trop moldu et magie, on voit moins de trucs, de tours de magie. On voit moins, moins le monde magique, si tu veux. Comme on avait dans Harry Potter. Harry Potter, ça commence, il est dans le monde moldu, mais on s'en va à Poudlard tout de suite après. Puis à Poudlard, tout est permis. Fait que c'est sûr que la magie est plus présente. Là. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais je trouve que justement dans l'histoire, tu perds toute la magie d'Harry Potter. Tu as des combats de magie, tu as des belles scènes aussi qui dans des sorts et tout, mais il n'y a pas comme le cœur vraiment magique. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Mais ça, on l'a perdu même avec les 2 premiers films. C'est vrai. C'est que la série, comme on se l'est dit, la série, on dirait, est encore chambranlante. On ne sait pas où on s'en va. Puis, même J.K. Rowling, on dirait, elle se cherche encore dans son scénario. Là. Elle cherche encore c'est quoi son but dans le film. Parce qu'il n'y a pas de but. T'sais. Je voyais des commentaires là, des gens là, qui parlent sur Facebook et tout, là, sur les réseaux sociaux. Puis il y en a qui écrivent ce serait le fun d'avoir juste. Parce que là, les gens trouvent que ça tire trop vers Dumbledore, puis on laisse Newt Scamander à côté, Norbert Dragono. Mais je trouve, moi, c'est justement l'histoire de Dumbledore qui fait la force justement de l'histoire. Mais là, il y en a qui écrivaient on devrait juste se centrer sur Newt Scamander puis son aventure à travers les animaux fantastiques. Mais oui, mais son aventure, je veux dire, il se passerait rien là, en voyant Norbert avec. C'est sûr, parce que sa mission est reliée à Dumbledore qui l'envoie faire une mission. C'est ça. Je trouve que oui, il y aurait eu un moyen de transformer cette histoire-là en aventure, si tu veux, que Norbert Dragono, il court après tous les animaux fantastiques, mais on irait beaucoup plus près d'un film comme à la Narnia, j'imagine, Ça serait pas Harry Potter, là, on a Dumbledore, un jeune Dumbledore, on a des anciens personnages qu'on a vus dans d'autres films Harry Potter, fait que c'est le fun à regarder. C'est juste que là, il faut qu'ils stabilisent un peu leur scénario, je trouve. Là. Mais sans spoiler, là, le climax, là, genre, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est quoi? C'est tellement pas épique, puis c'est tellement comme de fuck. C'est ça. Mais c'est que tout le long du film, tu te demandes pourquoi il fait telle affaire. Puis, à la fin du film, là, moi, je l'ai quand même réalisé là, à la moitié du film que ça allait être ça, quand il en parle, mais c'est ça, il n'y a comme pas de grosse bataille finale. Il aurait dû avoir une grosse bataille finale pour que, justement, cette espèce de guerre-là, ça sente la fin. Là. Mais c'est comme si tout le long du film, Dumbledore a une ligne d'avance sur Grindelwald, puis à la fin, ils réussissent à faire ce qu'ils veulent, mais il n'y a comme pas de fin, comme tu dis. Là. C'est comme... Ou c'est beige, je trouve, justement, à la fin, c'est beige, puis c'est juste que ça finit d'une façon qu'on sait que ça va finir, puis on s'en fout, Ouais. Ça nous laisse pas sur quelque chose qui présage quelque chose de mieux par après. C'est ça, comme je te disais, tu commences une histoire dans celle-là, puis à la fin, tu finis l'histoire, puis c'est comme s'il n'y avait pas de suite, Non, c'est ça. Mais ça finit pas non plus comme si tout était beau, puis tout était clair, fait que... Ben, mon ami, avec qui je suis allé le voir, lui, à la fin, il était un peu, confus parce qu'il disait, c'est bizarre parce que on se demande si c'est un film sur un film de magie à la Harry Potter, un film de Noël ou une comédie d'aventure. Il y a comme beaucoup d'aspects. À la fin, avec la neige, à Noël, t'es comme, OK, c'est un film de Noël. T'sais. Ah, puis d'ailleurs, par rapport à ça, Catherine Waterston, qui est comme la deuxième tête d'affiche du film, de la série, à 2 scènes. C'est inacceptable, là. Pourquoi? Pourquoi? Ben, moi, comme je t'avais dit, moi, je pensais qu'on la verrait juste pas pantoute parce que j'avais quand même lu là, d'avance qu'elle serait pas là. Que, même dans le trailer, on la voyait pas pantoute. Puis, j'avais lu qu'elle était sur un autre projet en même temps. Fait que, c'était comme un conflit d'horreur. Sauf qu'on la voit quand même, à quelques scènes. Fait que, c'est un peu bizarre, là. Tant qu'à ça, je sais pas, c'est là...
fait là emprisonné par quelqu'un. Ou... Ben c'est ça. Là, il est juste parti en mission d'horreur quelque part, puis on comprend pas trop. Puis je suis comme, OK. C'est ça. En tout cas, c'est ça. Une belle déception pour moi. Puis peut-être qu'un Ouais. deuxième visionnement va être meilleur, mais en tout cas, Ben, personnellement, je pense que tu avais peut-être un peu trop d'attentes, même si tu te disais, ah, ben, tu sais, je suis gagné d'avance vu que c'est Harry Potter et j'aime ça. Je pense que tu avais peut-être une attente, une coche de plus, tu sais. Puis que là, ça t'a déçu parce que justement, c'est une histoire un peu. Mais je trouve, moi, c'est parce que moi, je m'attendais à rien, tu sais. Avec les 2 premiers films qu'on a eus, j'étais déjà pas. Tu sais, j'adore Harry Potter, j'adore ce monde-là. C'est pour ça que, tu sais, j'avais quand même hâte de voir ce film-là. Puis, tu sais, je vais avoir hâte de voir les prochains aussi. Mais j'ai surtout hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Puis, tu sais, s'ils vont réussir à nous donner un bon film qui se tient et qui est cohérent, tu sais, avec les Harry Potter. Ouais, à suivre, là. Je suis curieux. Tu sais, peut-être que moi, le deuxième visionnement, je vais peut-être moins l'aimer aussi, puis je vais le trouver long. Je me souviens que le deuxième film, j'avais quand même apprécié le premier visionnement, puis je le trouvais vraiment meilleur que le premier. Mais tu sais, à force de le regarder, tu sais, je l'ai souvent vu là, depuis qu'il est sorti en 2016, puis tu sais, à force de le regarder, je me dis, hey, c'est plate ce film-là, tu sais. Il se passe rien. Les rythmes sont bizarres. Même dans le premier aussi, le rythme est bizarre. Il y a comme plein de scènes qui n'ont comme pas rapport. Ben, c'est ça, le premier, j'ai comme même pas envie de l'écouter. quand je me dis, je me fais un marathon d'Harry Potter, je me dis, faut-tu vraiment que je l'écoute, celle-là? On dirait qu'il y a comme rien qui est relié à Harry Potter, à part la magie. Là. Moi, je pense que lui, je préfère ces 2 juste à cause de la scène du discours de Grindelwald à la fin. Je trouve ça magnifique. Mais, ben, c'est la scène qui fait tout le film. Ouais. C'est ça aussi. Là. En tout cas, c'est ça que je voulais dire sur Fantastic Beasts. Ça fait le tour. Parfait. Grosse déception. Je vais voir ce que. J'ai des amis qui sont vraiment fanatiques d'Harry Potter. Je vais voir. Ils ne l'ont pas encore vu, mais je t'en donnerai des nouvelles. Là, comment ils l'ont perçu en tant que grand fan. Vraiment, les autres sont vraiment plus fans là, que moi et toi. Là, ils ont lu tous les livres puis des milliers de fois. Là, fait que j'ai hâte de voir ça. Excellent, à suivre. Parce que ça dépend. Moi et toi aussi, on regarde pas juste le monde d'Harry Potter, mais on regarde aussi le film, comment c'est fait. Tandis que les grands fans d'Harry Potter, souvent, ils vont vraiment plus regarder le monde magique qui leur est présenté. Puis, je pense que l'important pour ce genre de film-là, c'est pour les fans aussi. Fait que c'est pas tous les fans qui veulent un film bien. Mettons, moi, je parle pour moi, les Avengers. Je te dirais pas que c'est un grand film en soi, mais c'est exceptionnel pour moi parce que je suis un grand fan de Marvel et de ces super-héros-là. Fait que, je vais voir le film en tant que fan de super-héros, Fait que, oui, on est des grands fans d'Harry Potter, mais est-ce qu'on est vraiment des fanatiques, qui a grandi avec ça, puis que, c'est... En même temps, je pense que ça, c'est un des problèmes du cinéma populaire d'aujourd'hui, c'est que ça prend trop en considération les fans en place de vouloir faire une œuvre en soi. Ça, c'est plate. Mais... Ben, c'est sûr. Ben, c'est ça dans tout. On parlait de Morbius, qui était vraiment à chier, mais Sony essaye de faire pour les fans, mais là, les fans demandent vraiment un personnage qui représente le personnage du comics. Là. Puis là, ils ont vraiment perdu la carte, mais... pour Harry Potter, par exemple, les films... moi, personnellement, j'ai pas lu tous les livres, fait que je peux pas me considérer comme un fan d'Harry Potter, mais je suis un grand fan des films. T'sais. Les films, en tant que tels, je les trouve exceptionnels. Ouais. Ah ouais, Ben oui. C'était écœurant, Fantastic Beasts, Secret of Dumbledore. Ok, c'est ça. Déception. Ouais. Okay. Je peux y aller peut-être avec un film qui est quand même le fun. Vas-y. Que j'ai regardé cette semaine. Je me suis fait une semaine Nick Cage pour fêter la renaissance de Nick Cage au cinéma. Mais dans le fond, il n'est jamais parti. Là. Il a fait plein de films téléphone. Il y en a un que je n'ai pas vu d'ailleurs, Pig. Je ne l'ai pas encore vu. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air que c'est super bon. Nick Cage, ceux qui ont vu ses derniers films, ben, ils savent que il est encore dans la course. Là, il fait encore des très bons films. Puis il en fait aussi des vraiment pas bons. Là, mais je pense que c'est plus pour son plaisir coupable là, de faire des films un peu ridicules des fois. Là. Mais j'ai été voir Un talent en or massif. D'ailleurs, là, juste de même, Nick Cage, là, tu sais, il fait partie de quelle famille?
Non, toi? C'est un Coppola, Nick Cage. Ah oui, je sais. OK. Ben, Okay. Juste de même, ben, c'est... il dit justement dans le film, il y a comme un OK. insight à Coppola. Mais, OK. Merci, Ben, de clarifier les choses. C'est une petite précision, là. Mais dans le film, c'est une comédie parodique qui appelle. Moi, je dirais plus une comédie satirique là, sur le personnage en soi de Nick Cage. Là. Parce que faut le dire, Nick Cage, c'est un personnage en tant que tel. Là. Quand il est sur les tapis rouges, il n'en fait pas souvent, là, mais comme son peu de tapis rouge justement de ce film-là, il portait tout le temps des habits flamboyants, différents. Puis, quand il parle aux médias, c'est vraiment un personnage en soi. Là. Puis je pense que c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de fans autour du monde qui l'aiment. Puis que c'est quand même une légende. Ça reste une légende au top de son art. Puis je trouve qu'un acteur qui veut se surpasser en faisant tout plein de films vraiment hard, c'est une bonne chose. Leonardo DiCaprio, mettons, on le sait qu'il voulait un Oscar depuis des années. Puis il fait à chaque fois des films qu'il veut se surpasser en tant qu'acteur. Mais quelqu'un comme Nick Cage qui fait des films pour son plaisir, puis c'est pas juste son plaisir non plus d'acting, mais c'est son plaisir aussi de jouer dans des films de ce genre-là, des films un peu fuckés. Je trouve que c'est encore plus beau à voir qu'un acteur qui veut tout le temps se performer au maximum. Mais Nick Cage, en tant que tel, il essaie tout le temps aussi là, de rehausser la barre, mais à son niveau, au niveau de son jeu d'acteur un peu farfelu puis grandiose qu'il fait. Là. Il y a des compilations sur YouTube, les compilations de Nick Cage qui pètent des coches dans tous les ouais. films qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est des bijoux. Là. Ouais. Ou qui crie son nom pendant 10 minutes. Là. Nick Cage! Il fait ça souvent dans ce film-là. Parce qu'un talent en art massif, c'est Nick Cage qui joue Nick Cage. Puis, c'est un acteur un peu, justement, dans le film, ça montre que c'est un acteur qui en a perdu. Puis, il a comme de la misère à trouver des nouveaux rôles. Puis, il essaie tout le temps de trouver des nouveaux rôles. Puis, t'as Neil Patrick Harris qui joue son agent. Puis, son agent, il dit bon, t'as un offre là, de 1 million de dollars. Puis là, il pense que c'est un rôle, mais c'est pas un rôle, c'est juste d'aller à une fête d'un milliardaire en Espagne. Parce que c'est un grand fan de Nick Cage. Fait que là, il dit ben là, je suis pas pour aller là. Moi, je veux faire des films. Pis tout. Mais il est en instant de divorce, puis sa fille de 16 ans, elle veut plus y parler. Puis, ça, c'est de la fiction, là, parce que Nick Cage, il y a un petit gars, puis il y a une femme. Là. Fait que, autour de son personnage, ils ont créé une fiction, pour le film. Fait que c'est quand même intéressant, parce qu'il joue quand même son personnage de Nick Cage, Mais c'est comme un Nick Cage, on dirait que les gens voient, mettons, en dehors de ceux qui connaissent vraiment sa vie, puis qui ils savent qu'il fait des films plus indépendants ces temps-ci. Tout le monde le verrait là, à l'écran en ce moment. Ben, tout le monde, je veux dire, les gens qui ne connaissent pas ces films indépendants qu'il fait, ils le voient à l'écran et ils disent ah, c'est Nick Cage, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Je pensais que c'était un has-been, qu'il ne faisait plus de l'acting, tout. Mais c'est pas ça le cas. Il fait beaucoup de films depuis des années, puis c'est juste que ces films ne passent pas à l'écran. Ben, dans le fond, il joue Nicolas Cage, mais il joue comme plus la représentation que les gens ont de lui, plus que de lui-même, oui. qu'est-ce qu'il est. OK. Ben, c'est ça, parce que souvent dans le film, son agent va dire tu vas pouvoir montrer au monde que tu es encore dans le coup. Là, il dit ben, j'ai toujours été dans le coup. C'est comme c'est une espèce de façon de dire que les gens pensent qu'il est parti depuis des années, mais il est encore là. Puis des gens comme toi puis moi qui connaissent les films un peu plus indépendants, ben, on le sait qu'il est là-dedans. C'est un peu comme, je trouve, Robert Pattinson, les gens ne connaissent pas trop sa filmographie. Les films qu'il a fait plus indépendants avant de Batman, puis entre de Twilight puis Batman. Les gens pensent encore que c'est le vampire de Twilight, mais pas du tout. Là. Le gars, il a des films à son actif, puis il a vraiment évolué dans son jeu. Puis Nick Cage, c'est un peu la même chose. Il a évolué à sa façon, puis je pense que depuis des années, il fait des films qu'il a envie de faire, fait que ça paraît dans son jeu d'acteur là, en ce moment. T'sais.
Puis le film, Talent en or massif, c'est vraiment un film pour faire un hommage à sa carrière. Fait que t'as beaucoup de références à ses vieux films que, tu sais, peu importe les gens ont aimé ou pas. Tu sais, admettons Face Off, que je vais te parler. J'ai écouté cette semaine parce que c'est un de mes films favoris là, de Nick Cage. Face Off, c'est John Travolta et Nick Cage qui se swipe le visage parce que Nick Cage joue un Christine de malade mental criminel qui est comme mort, si tu veux, en parenthèse. Là. Il est comme inconscient. Puis John Travolta joue un agent du FBI qui veut comme arrêter son trafic d'armes, son trafic si tu veux, son clan de gangsters. Fait qu'il va prendre son identité à lui. Castor Troy, c'est joué par Nick Cage, mais là, John Travolta va s'enlever le visage pour mettre le visage. C'est vraiment science-fiction là, comme film, là, ça se peut pas. Mais c'est un film de John Woo. Fait que ceux qui ont vu Mission Impossible 2, mettons, ils vont savoir à quoi s'attendre. Les scènes d'action sont au ralenti, il y a de la grosse musique tout le long, puis c'est vraiment écœurant parce que t'as un John Travolta puis un Nick Cage qui jouent les deux rôles de deux manières différentes, dans le sens que John Travolta, c'est un gars du FBI, il est proche de sa famille. Fait que là, quand il enlève quand il met le visage de Nick Cage sur lui, c'est Nick Cage que tu vois en agent du FBI qui essaye de jouer son rôle de Castor Croy, mais à la façon du personnage de John Travolta. Puis là, Castor Troy va se réveiller, puis il va prendre le visage de John Travolta. Là, les deux vont s'interchanger le rôle. Puis c'est écœurant comme film quand même, parce que je te dis pas que c'est un grand film, mais ah, mais c'est super bien coté, ce film-là. Hein? Ben oui, puis c'est un film vraiment divertissant, puis les scènes d'action sont vraiment bonnes. Puis Nick Cage, il joue un Christy de rôle. Je te dirais plus de le regarder pour Nick Cage que pour John Travolta. John Travolta, il est bon aussi. Il joue quand il joue Castor Troy, c'est vraiment un excellent John Travolta qu'on voit. Là, mais... Ah, puis j'ai une source qui me dit que John Travolta, c'est un asti de mange-marde. Ben, ça se voit aussi là, dans son allure, comment il est. C'est quand même. J'imagine que ça dépend. Il est-tu mange-marde avec les fans autour de lui ou il est mange-marde avec le set, sur un set de film? Je pense qu'il se pense au-dessus des gens, fait qu'il parle pas aux gens, puis genre, il s'en occupe pas. Ouais, ben, il a l'air de ça aussi, là, tu sais. Un gars hautain, tu sais. Mais en même temps, aujourd'hui, il fait plus rien, là. C'est un has-been. Il est chaud. Mais tu sais, comme lui, tu vois, admettons, t'as un côté Bruce Willis qui fait tout plein de films de merde là, depuis des années, mais il va rester quand même à son step de légende, parce que Bruce Willis, il a fait des Christy de bons films d'action. Puis tu sais, t'as Nick Cage il fait beaucoup de films plus indépendants, puis que les gens trouvent ridicules sûrement, mais on le sait que c'est son personnage à lui, fait que il reste aussi une légende. Mais tu sais, t'as John Travolta qui fait des films de merde, puis on dirait là, lui, on le perçoit plus comme une merde, justement, que il est devenu un has-been, puis il fait juste des films de merde. Y a-tu de quoi à comprendre là-dedans? Non. Mais c'est parce que John Travolta, il n'a jamais eu non plus un jeu d'acteur excellent, dans le sens qu'il a été reconnu pour Saturday Night Fever. Il dansait bien. Après ça, il a fait Grease, OK, une bonne chanson. Là, il a fait Pulp Fiction. Il a joué dans un des meilleurs films de Quentin Tarantino. C'était excellent. Mais là, après ça, il a juste fait des comédies des fois. Puis... Il a fait Gauthier. Ouais, Gauthier, tu sais. Mais en tout cas, pour en revenir à Nick Cage, Face Off, c'est un critique de bon film. Puis, tu sais, dans son nouveau film, là, un talent en or massif, on en parle souvent, tu sais, de Face Off. Puis, il y a comme une statue de lui. Là, le grand fan numéro 1, c'est Pedro Pascal, qui joue un millionnaire. Là, ça, c'est le gars dans Rogue One, là, c'est ça? Non, Pedro Pascal, c'est le Mandalorian. Ah oui, ok, c'est ça, oui. Puis, il joue dans Game of Thrones. Dans le fond, son premier grand rôle qu'on a vu, c'est dans Game of Thrones. Là. Il fait un critique de bon personnage, qu'on voit pas longtemps, mais il est quand même là. Puis après ça, ben, là, il a joué dans des films comme c'était le méchant dans le dernier Wonder Woman.
Il a joué dans La Grande Muraille avec Matt Damon. Mais tu sais, il n'y a jamais eu de rôle principal, si tu veux, à part le Mandalorian, mais tu sais, on y va pas à face. Mais tu sais, il a souvent eu des rôles secondaires au grand écran, puis je pense que ça fait sa force. Il était le méchant dans le dernier Equalizer avec Denzel Washington. C'est quand même un Christy acteur qui est capable d'endosser un grand rôle. Là. Prochainement, on va le voir dans HBO, dans la série The Last of Us, qui est basée sur la série du jeu. Là. Ouais. Fait que c'est lui qui va faire l'oncle de la fille. Fait que ça va être intéressant de voir, je pense. Mais ça, dans ce film-là, on l'a rarement vu dans des comédies. Puis, dans ce film-là, c'est une bonne comédie. Puis, il joue très bien son rôle de fan numéro 1 qui est un peu fucké. Puis, il agit vraiment comme un malade mental, là, millionnaire. Là. Fait que ça, c'est bon. Je trouve que ça fait une force au film. Comme je te disais, le film commence, c'est un peu lent. Tu sais pas trop ça va être un film de quoi, parce que tu vois Nick Cage à Los Angeles. Puis là, il essaie de trouver des rôles. Puis c'est un peu lent avec sa famille. Tu vois qu'il est un père un peu détesté par sa fille. Puis que sa femme, elle ne veut plus rien savoir de lui. Fait que c'est un peu bizarre comme film. Mais là, dès qu'il s'en va voir justement son fan numéro 1 pour avoir $1 million, ben, il dit à son agent, c'est la dernière affaire que je fais, après ça, je prends ma retraite. T'sais. Puis une fois là-bas, ben là, ça commence vraiment à être drôle puis crampant parce que il ne sait pas à quoi s'attendre rendu là. Puis là, finalement, il se retrouve dans une histoire de kidnapping. Puis là, il pense que c'est le millionnaire qui a kidnappé la petite fille d'un homme politique là, en Italie. Puis le FBI, la CIA est là. Puis là, il engage Nick Cage pour infiltrer le milliardaire. Fait que là, Nick Cage est comme pogné pour jouer un rôle d'agent secret. Fait que là, il se met en rôle comme un acteur là, d'agent secret. Fait que c'est drôle comment le film est conçu, comment c'est fait. Là. Ça me faisait penser un peu, je ne l'ai pas encore vu ce film-là, mais le prochain film de Guy Ritchie avec Jason Statham, c'est Josh Hartnett qui joue un acteur, puis Jason Statham engage Josh Hartnett, l'acteur, pour aller espionner un mania, si tu veux, des trafics d'armes. Là. Fait que c'est l'annonce que j'ai vue. Dans l'annonce, tu vois tous les films. Fait que je trouvais que ça ressemblait un peu à ce film-là, mais là, t'as un plus, c'est Nick Cage qui joue un rôle. Fait que c'est le fun, tu sais. Mais dans le film, t'as beaucoup de... Parce que vu que c'est un fan numéro 1, le millionnaire, ben, tu parles beaucoup des plus grands succès de Nick Cage, puis de tout ce qu'il a fait en tant qu'acteur. Là, tu parles de The Rock, de Michael Bay, là, Le Rocher. Tu parles de Trésor national un peu. Tu parles de Moonstruck. Tu vas parler de Mandy aussi, parce que le millionnaire, il y a plein de... Il y a comme une salle où c'est plein d'articles, de films de Nick Cage. Fait que tu as la tronçonneuse dans Mandy. C'est là que tu as la statue de Castor Troy avec ses 2 guns, parce que dans Face Off, le méchant qui est Nick Cage, il y a 2 guns en or massif. Puis là, il dit à son fan, tu sais que c'est des vrais guns pour le film, on a vraiment fait des vrais guns en or. Puis là, à la fin, ils vont les utiliser là, pour tirer. Fait que c'est le fun. C'est comme un grand rappel de ce film-là. T'sais. Mais en général, je trouve que c'est un film qui est fait justement pour un hommage à Nick Cage. Puis ça gagne les fans pour ça, là, surtout. Je pense pas que ça va être un grand film réputé pour Nick Cage et tout le kit, mais je trouve que c'est juste le fun de faire un hommage sur lui en film. Tu sais-tu s'il a été impliqué dans la production ou c'est juste que c'est genre des fous qui ont décidé qu'ils aimaient vraiment Nick Cage puis de faire un film sur lui puis il a comme été impliqué dedans de cette façon-là? T'sais? Non, il est producteur. Il est producteur. Okay. Tu le vois à la fin, là, c'est marqué producteur. Mais le film, en tant que tel, c'est comme pour redorer sa carrière aussi. C'est un peu comme parce que dans le film, c'est un film dans un film, dans le fond. Là, parce que dans le film, t'as Nick Cage qui il commence à apprécier le millionnaire. Fait que là, ils ont comme des liens ensemble. Ils prennent de l'acide ensemble. Puis là, ils sont malades mentales, mais ils commencent à écrire un film ensemble, puis de ce qu'ils aiment dans le cinéma. Fait que ils parlent souvent du cabinet du docteur Caligari parce que j'imagine Nick Cage, c'est un grand amateur du cabinet
du Dr. Caligari. Puis, tu sais, il parle de Paddington 2, tu sais, que c'est un super bon film. Puis, tu sais, là, il y a plein de références, justement, au cinéma en tant que tel, mais c'est le cinéma plus genre, de genre, là, tu sais, plus indépendant, peut-être. Puis, t'as Nick Cage, c'est ça, qui écrit un film avec ce fan-là. Puis, tu sais, fait que c'est plus. Je trouve qu'il y a comme une espèce de morale derrière cette histoire-là, comme quoi, tu sais, c'est le grand retour de Nick Cage, mais c'est plus pour faire un hommage sur sa carrière à lui, tu sais. Ben, je pense qu'il a fait aussi ce film-là plus pour ses fans, là, tu sais. Ben, j'imagine que si tu tripes sur Nick Cage, tu vas triper sur le film. Ben oui, ben oui. Mais tu le sais que Nick Cage, je pense à chaque année, il fait une représentation dans un cinéma, là, pas de chez eux, puis il fait jouer tous ses films. Puis là, il y a plein de gens qui vont voir ces films-là, puis il est là, il est présent, puis il présente ses films. C'est écœurant, là. C'est hot. Par amour du cinéma, c'est le fun. Ouais! J'adore l'amour du cinéma. Okay, intéressant. Fait que, c'est le fun. Le film en tant que tel, il est bon. C'est sûr que il y a des scènes où c'est comme Nick Cage qui se revoit, il s'imagine plus jeune. Fait que là, t'as comme une espèce de CGI là, qui rajeunit son visage. Puis là, t'as comme deux Nick Cage qui se parlent. T'as comme le jeune Nick Cage qui parle au vieux. Mais ces scènes-là sont un peu bizarres, là, parce que c'est comme si Nick Cage perdait la carte, là, puis là, il se voyait, puis il s'imaginait, puis là, il se parlait, puis il a l'air d'un malade mental, tu sais. C'est juste ça que je voulais dire. Au moins, ça a l'air d'un film qui prend des risques, puis c'est le fun, tu sais. Ça a l'air comme champ gauche un peu, là, fait que... Ouais, ben, c'est sûr, c'est risqué comme film, tu sais. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, ça, c'est sûr, là. Je pense pas que c'est fait dans le but de faire beaucoup d'argent non plus. Là. Ben non, mais tu sais, comme même les grands fans de Nick Cage, là, justement des années 90, là, tu sais, ceux qui trippent sur Face-Off, là, ils tripperont peut-être pas sur ce film-là, tu sais, parce que c'est pas un genre de film qu'il faisait dans ces années-là, tu sais. Ben, mon père, il adore Trésor National, puis je suis sûr qu'il aimerait pas ce film-là, en tout cas. Bon. Ben non, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, Trésor National, c'est très blockbuster aussi comme film, puis il en parle justement dans ce film-là, comme quoi il courait super vite dans Trésor National. Puis, comme... dans ce film-là, c'est sûr que tu vois un Nick Cage qui est quand même en forme. Là. Il a fait beaucoup de films où il a l'air vraiment vieux, puis comme claqué, genre au bout. Mais dans ce film-là, tu vois qu'il est quand même en shape, là, il est encore en forme, il est encore prêt pour. Moi, j'espère qu'ils vont faire un Trésor National 3 pour finir la série de films. Parce que le 2 était moyen, on va se le dire. Mais ça serait écœurant de voir un Benjamin Gate qui revient en forme. Puis que, en tout cas. À suivre. Le secret des Templiers. On sait jamais. Tu veux-tu parler d'un de tes films avant que je reprenne avec Nick Cage? Ouais, je vais aller avec un film, un vieux film que j'ai bien aimé. Aïe aïe! Ouais. C'est un film qu'on m'a conseillé. Maurice Roy, super personne, Maurice Roy qui était dans le cinéma avant, puis j'ai eu la chance de jaser avec un peu, puis il m'a dit va voir ça, si tu aimes les dialogues, tu aimes l'écriture, va voir cette affaire-là, tu vas capoter. Puis c'est un film de 1935 de Sacha Guitry, que je connaissais pas, malheureusement. Alexandre Guitry, Sacha Guitry, c'est la même personne. Puis dans nos cours d'histoire, on n'a pas entendu parler de ça. Alexandre et Sacha, c'est la même personne? Ben, Sacha, c'est comme son diminutif. Là. Ah, ok, ok. Mais je pense qu'il a écrit du théâtre. C'est pas un homme qui a changé de femme, là. Non. Ok. Non, Sacha, c'est Ash dans Pokémon. Ok, ouais. Non, puis tu sais, dans nos cours d'histoire, on n'a jamais vu ce cinéaste-là, on n'a jamais entendu parler vraiment, parce que ça me dit rien. Fait que là, je suis allé voir, je pense que c'est son premier film ou son deuxième film qu'il a fait après une pause en 1935. C'est un film qui est très, très verbeux. Puis justement, pour l'époque, ça m'a surpris parce que quand tu regardes, mettons, de Jazz Singer, qui est 8 ans plus tôt, mettons, 27, 27, il me semble, de Jazz Singer, qui est le premier film où est-ce que les dialogues sont un petit peu synchronisés, puis c'est comme une scène, là, puis là, le monde capote. Oui. Ça, c'est 8 ans plus tard, c'est un film qui est dialogué du début à la fin, puis les dialogues sont... C'est du génie, là, c'est bon, là, c'est drôle, puis tout. Pour un film de 35, c'est génial, puis ça s'écoute super bien, c'est pas... des fois, tu regardes des films de ces années-là, puis c'est très statique, puis c'est dur à regarder parce que c'est long, puis il se passe rien. Ah oui. C'est comme, mettons, Metropolis, que c'est un grand film, Metropolis, mais j'haïs ça. Si j'ai regarder ça, c'est plate. Là. Qu'est-ce que c'est de 3 heures plate?
Je pense que c'est 2 heures, puis ça a l'air de 3 heures. Tu sais. Ben ouais, c'est ça. Mais C'est un grand film. Surtout quand tu l'écoutes 2 fois d'affilée pour faire une analyse dessus. C'est pires années de ma vie. Les pires années de ma vie. Mais là, bonne chance, dans le fond. Le film de 1935, c'est une jeune fille qui est comme condamnée à se marier avec un homme parce que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. C'est ça qui. C'est même ça marche dans le temps. Ouais, ben dans le temps du jour de l'an, ouais. Dans le temps du jour de l'an. Puis là, son mari, il s'en va pendant 13 jours avant de se marier. Fait que là, elle fait un rêve qu'elle gagne la loterie avec un autre homme. Puis là, l'autre homme fait le même rêve. Fait que là, ils se rencontrent pour se dire, on a fait ce rêve-là ensemble. Fait que c'est le fun. Fait qu'on est ensemble. Puis là, le monsieur, il dit, OK, ben regarde, pour les 13 jours qui te restent, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire. Puis avec l'argent qu'on a gagné dans notre rêve, on va partir, genre. C'est comme un road movie où est-ce qu'ils font le tour de la France, elle retourne où est-ce qu'elle est née, puis elle s'en va comme à Venise. Aïe, c'était écœurant. C'est le fun, c'est beau, c'est comme les gens qui ont du fun, puis à la fin, ils se marient. Ben là, je peux spoiler le film. Oh, spoiler! Spoiler! C'est supposé être le mariage, finalement, ils se marient avec, puis c'est beau. Aïe! La chance sourit. Pas l'autre homme? Non. Mais au moins, elle s'est mariée avec un homme. Avec un homme, parce que c'est ça qu'il faut, les femmes se marier avec un homme. C'est important. Oui, ben c'est ça, là. Puis tu sais, c'est comme c'est un beau film positif où comme la chance sourit aux gens heureux, puis c'est des gens qui s'amusent, puis c'est beau, puis les dialogues sont extraordinaires. J'ai adoré ça juste pour ça. Puis tu sais, je l'ai vu sur YouTube. Là. Je cherchais Sacha Guitry sur YouTube, j'ai trouvé. La qualité n'est pas super, là, mais ça s'écoute bien. C'est 1h18. Christy. J'ai beaucoup aimé, je le conseille. Là. Ah, c'était cœur, hein? T'aimerais-tu ça regarder ça? Ben oui, je pense que oui. Ça ressemble-tu un peu à Cléo de 5 à 7? Ben non. Non, c'est vraiment avant ça. Tu sais, Cléo 5 à 7, c'est des années fin 50, début 60. Là. Ouais, je sais, mais je veux dire, la trame un peu. Tu sais, Cléo de 5 à 7, c'est un peu une fille qui cherche. Ouais, non, c'est plus. Ça ressemble plus à du théâtre encore. C'est très théâtral. Okay. Mais. Ouais, tu parles par rapport à la caméra, comment c'est joué, comme. Ouais, tu sais, mettons. Là. OK. Mais dans les je parlais thèmes, plus non. de l'histoire, tu sais, en général. Non, ça ressemble pas à Cléo 5 à 7. C'est écœurant! C'est plus léger, là. C'est plus léger que Cléo 5 à 7. Ça ressemble-tu à du Charlie Chaplin, mais avec du dialogue? Non, je pense pas. Non. OK. Non. Charlie Chaplin, as-tu aimé ce film-là, tu penses? Ben, j'ose croire, là. C'était bon. J'ose croire. C'est écœurant. Bonne chance de Sacha Guitry. OK, toi, tu l'as vu où? Tu l'as trouvé où? Sur YouTube. OK. Il y en a une couple sur YouTube, là, on trouve de tout. Ouais. Ah non, surtout des vieux films comme ça se trouve quand même bien. Les qualités sont pas toujours belles. Là. Mais, tu sais, du Bergman. J'avais déjà regardé un moment donné le 7e saut de Bergman sur YouTube, là, ça se trouve. Là. Aïe. C'est hâte. C'est Tarkovsky. Ouais, c'est écœurant. Je le conseille. Si t'as la chance, c'est 1h18. Là, regarde ça, c'est le fun. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ah, je vais passer un film, Ben. Vas-y. Qui peut faire un lien avec ton film. En tout cas, j'ose espérer. Con Air. C'est quoi le lien avec mon film Con Air? C'est Con Air, t'as-tu déjà vu ça? Je sais quoi, là? Air Bagnard. Ouais. C'est un film de Simon West avec Nick Cage, John Malkovich, t'as Ving Rhames aussi dedans. C'est un Christy de bon film, je trouve. John Cusack aussi, qui joue un agent du FBI. C'est Nick Cage qui est un ancien soldat qui a été emprisonné parce que il était avec sa femme dans un bar. Quand il est revenu de la guerre, il était dans un bar avec sa femme, puis là, il y en a un qui le faisait chier, fait qu'il s'est battu avec dehors, puis avec d'autres gars aussi autour, puis il a tué un gars en se battant, fait que là, il s'en va en prison pour avoir tué involontairement quelqu'un, puis vu que c'est un homme des forces armées, ben là, ils le mettent en prison direct, puis là, il a quand même bien... il a bien agi pendant des années, puis là, sa femme était enceinte, fait que là, elle a eu leur fille. Fait que là, lui, il écrit plein de lettres à sa fille, puis il l'a jamais vu, mais il a hâte de la voir, puis là, il s'en va être libéré. Là. Il reste comme 3 jours. Mais là, il y a comme un transfert de prisonnier dans une autre prison. Puis lui, il est comme dans le transfert, mais il n'est pas censé, parce que dans 3 jours, il est comme libéré. Mais là, il s'en va quand même dans l'avion avec plein
plein de criminels vraiment horribles, là, ça a l'air. Là, c'est tout plein de gardes qui sont armés, qui rentrent dans l'avion avec eux. Puis là, l'avion s'envole, mais là, les prisonniers, ils ont un plan pour s'échapper. Fait que là, ils prennent le contrôle de l'avion, puis là, c'est le bordel parce que lui, c'est un ancien des forces armées, puis là, il va être libéré, mais là, il faut qu'il protège les gens. Fait que là, il va comme essayer d'arrêter les criminels si tu veux, dans l'avion, puis là, il se passe plein d'affaires, parce que là, il travaille avec une des gardes, qui est une fille, qui est garde, que les gars, là, ils veulent violer, mais là, il empêche les gars de la violer, puis là, c'est Nick Cage qui joue un badass à longs cheveux, puis ses longs cheveux, il vole au vent, puis t'as tout plein de mimes là, avec son personnage là, sur Facebook ou peu importe, là, parce que c'est quand même, le film est super bon, je trouve, là, c'est très film d'action, fin des années 90, puis t'as de la bonne musique aussi dedans, mais le film, il est comme plus perçu comme une joke parce que justement, Nick Cage avec ses longs cheveux, ça ne fit pas. Puis, il parle comme si c'était vraiment un super-héros. Puis mais tous les dialogues sont bons. À la fin, il retrouve sa femme, sa fille. Puis, c'est un film d'action de genre. Puis que c'est cliché, là, c'est blockbuster. Mais je trouve que ça fait quand même ça fait toute la beauté de la chose, parce que c'est un vieux film des années 90. C'est un peu comme à la Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger dans ces années-là. Sauf que c'est quand même Nick Cage, puis je trouve son jeu d'acteur il est quand même meilleur que justement Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Les autres, ils jouaient beaucoup plus pour justement l'action, puis les scènes d'action, puis de montrer leurs muscles, puis tout le kit. Mais Nick Cage, il apporte quand même quelque chose à son niveau de jeu d'acteur. Là, que ça reste quand même c'est un bon film à regarder. Là. Ça joue tout le temps. Je sais pas c'est quoi Musimax à Star, mais c'était pas cela. Ça joue tout le temps à ce poste-là. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est devenu. C'est plus Musimax. Là. Je pense que c'est Max ou whatever. Ouais, je pense que ça s'appelle juste Max, c'est ça. Ouais. Ou Film Max, en tout cas. Ouais. Ben, c'est ça, c'est un film. Il joue souvent aussi à la télé à nouveau, là, l'ancien TQS. Là, il joue souvent à l'œil tout. Fait que, je pense que c'est deux chaînes qui sont ensemble. Fait que ça se peut qu'il joue. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même le fun à regarder comme film. Moi, je l'ai toujours bien aimé, là, ce film-là. Puis tu as John Cusack qui joue un jeune agent du FBI que là, il reçoit. Parce qu'à un moment donné, Nick Cage il envoie un criminel, écrit dessus. Que l'avion est en danger, puis tout, fait qu'il l'envoie de l'avion au sol, mais là, il atterrit sur un char, puis là, les gens du FBI, ils voient ce message-là, puis ils découvrent que t'as Nick Cage, qui est un ancien soldat, qui va être libéré dans 3 jours, que là, c'est sûr que c'est lui, le héros, qui est dans l'avion, qui est en train de sauver les gardes, puis toute l'équipe. Mais, c'est très divertissant. T'as un John Malkovich qui est vraiment... qui est malade mental dans ce film-là. Puis c'est juste le fun d'avoir un Malkovich contre un Nick Cage. Puis c'est ça que je voulais dire, justement. Son film, Un talent en or massif, qui fait plus un hommage à lui, je trouve que ça a été quasiment bon aussi d'avoir un genre de being John Malkovich, mais à la Nicolas Cage. Ça a été très intéressant parce que, veux pas, Nick Cage, c'est un Christy d'acteur, comme John Malkovich. Puis, on aurait pu faire une espèce de parallèle entre les deux films. Puis, il a fait une comédie à sa hauteur aussi, satirique. Puis, ça faisait la job. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui peut être Charlie Kaufman, fait que c'est peut-être dur à faire. Là, c'est ça aussi, je me dis. Le réalisateur de Talent en or massif, je le connais même pas. Là. Je pourrais même pas te dire c'est qui. Je vais aller voir. Je pense qu'il s'appelle Tom quelque chose. Thomas. Tommy, je comprends? C'est pourquoi il sort pas. Ben! Dans peu. Mais c'est ça, Con Air, je trouve, c'est un film de Simon West. Simon West a fait d'autres films d'action, là, plus... il a fait, je pense, Les Sacrifiés 2, puis il avait fait La Fille du Général, dans les années 90. C'est un réalisateur assez...
assez cliché, là, je trouve, dans ces films. Là, t'as de la grosse musique, puis c'est des films qui sont bons parce qu'il y a du thriller, mais Con Air, je te dirais que ça pourrait être dans la filmographie de Nick Cage, il est à la même hauteur que The Rock. Là, le Rocher, j'ai l'impression, de Michael Bay. Là, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est comme un moule de films des années 90 qui faisait bien. Mettons The Rock, Face Off, puis ça, c'est des films qui sont un peu semblables, mettons, là, dans le style. Oui, ben c'est ça. C'est des films qui comptent sur justement la grosse musique dans le tapis, puis le moment stressant, à la fin du Rocher, t'as Nick Cage qui court avec les fusées vertes pour pas que l'armée explose l'île d'Alcatraz, puis là, c'est vraiment c'est stressant comme fin, mais c'est parce que c'est la musique aussi là, qui fait ça en sorte, puis t'as Nick Cage qui court au ralenti avec la fusée, puis le film Le Rocher, je trouve, c'est un critique de bon film d'action, mais il est long comme film, il se passe beaucoup d'affaires. Puis c'est du Michael Bay, fait que c'est un peu. Tu connais son genre, il y a beaucoup de gens qui meurent pour rien. T'as des tirs, t'as des fusils partout qui tirent partout, puis il n'y a personne de touché. Mais dans la scène d'après, là, tu vas avoir un petit gun qui va tirer partout, puis tu as 10 morts avec un petit gun. Fait que c'était quand même le fun de revoir Sean Connery dans un film d'action qui joue un peu un James Bond. Là, parce qu'il joue un ancien soldat britannique. Fait que, ouais, vas-y. Mais le réalisateur de Unbearable Weight, c'est Tom Gormican. Puis il a fait à peu près rien à part ça. OK, bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme son premier film. 67 de Metascore, quand même, c'est quand même bien. Ouais, ben, ça fait un job. Mais comme je te dis, ça va être un film pour ses fans. C'est écœurant. Parlant de Nick Cage, entre-temps, de ces films-là d'action, il a fait quand même le film de David Lynch que je me rappelle jamais du titre, là. C'est quoi? Ouais, ben, Wild at Heart. Wild at Heart, c'est ça, oui. Ouais. Qui est extraordinaire. Un bijou. Ben, Tu as regardé? Ouais, j'ai déjà vu, ben oui. Non, mais tu n'as pas regardé cette semaine. Ah non, je ne l'ai pas, puis il est quand même difficile à trouver, ce film-là, je trouve. Tu peux peut-être l'avoir sur YouTube, là. Moi, je l'ai trouvé en Blu-ray quelque part à un moment donné. Fait que... Ah, c'est vrai? OK. Ouais, ah ouais. Mais, tu sais, je pense à Archambault, peut-être que tu pourrais le trouver. C'est-tu là que tu l'avais trouvé, toi? Non, chez Sunrise. Ah, OK. Ouais, ben Sunrise, ils ont beaucoup de films aussi, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est un petit film, c'est tout, puis... tu vois, quand on voit sa version plus jeune dans un talent d'or massif, il ressemble un peu à ce Nick Cage-là de cette époque-là. Il y a un côte en cuir, il y a une grosse chevelure, où il ressemble aussi à The Valley Girl. De quoi? De Valley's Girl, la fille de la vallée. Je sais pas c'est quoi. OK, ben c'est Nick Cage qui joue un peu un petit bump, là, qui sort avec une fille de banlieue, puis là, ses parents, ils veulent pas, puis il se passe plein d'affaires, là. De la bonne musique. C'était un film des années 80. Là. Avec Deborah Foreman. Ouais, c'est ça. Mais il y a une coupe, tu vois, il y a comme des gros cheveux. Là. Il y a comme une coupe un peu à la Elvis. Puis quand tu vois sa jeune version de lui dans le film, OK, ouais, pas cette coupe-là, mais comme au début du film, il me semble, il y a une coupe plus à la Elvis. Là. Mais en tout cas, c'est... Ouais, oui, c'est ça. En tout cas, c'est Nick Cage, puis on l'aime comme il est. Ouais, puis la scène d'ouverture de Wild at Heart, où est-ce qu'il fait juste décapiter un gars, c'est extraordinaire. Ah oui. C'est magique. Ah, oui. C'est carré. Checkez ça sur YouTube, là, ça vaut la peine. Ben, c'est ça, tu sais, comme. Je sens que. On le reconnaît pour justement ces espèces de rôles-là un peu dépravés, de fous furieux. Là. Je me souviens, mettons. C'est quoi le nom du film? Ben, je pensais à Snake Eyes, sinon. Là, Snake Eyes, c'est un film de Brian De Palma. Puis, c'est juste comme un long film. Ben, un long. Il est court quand même, mais c'est un long plan séquence, si tu veux, au début, là, de Nick Cage qui est en un match de boxe. Puis, c'est comme c'est un détective, mais là, il est parieur, puis il parie, puis il est là aussi pour. Juste le match de boxe, mais il découvre qu'il y a comme un attentat qui va se faire sur un boxeur, puis quelqu'un meurt, puis là, il va enquêter, lui, sur ce qui vient de se passer. Il
quelqu'un tire là, dans la salle, puis là, il va essayer de découvrir c'est qui, le tireur, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est un agent c'est un détective ou un agent des stupéfiants, je ne me rappelle plus, mais c'est un Christy de bon film parce que c'est à la Brian De Palma, fait que c'est sûr que déjà là, c'est gagnant, là. Mais tu as Nick Cage qui joue un Christy de gars fucké qui il veut juste faire sa job, mais tout ce qu'il voulait ce soir-là, c'était de gagner du cash, puis de sûrement prendre de la coke ou de quoi de même, mais il se retrouve là par hasard, puis là, il n'a pas le choix de faire sa job, puis dedans, t'as aussi Carla Aguino qui joue une fille un peu mystérieuse, quand même le fun. Mais c'est des critiques de bons films. L'autre film, il y a un blanc. C'est voyons, quelque chose de Las Vegas. Là. Leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas, c'est ça. J'avais en tête Fear and Loathing in Las Vegas. C'était pas ça, pas peu. Mais ouais, dans ce film-là, il joue un Christy cranky et tout, là, avec sa femme et tout. J'adore Nick Cage, quoi. Ouais. Ah oui. Fait que. Là, j'ai comme 2 blocs de 2 films. Fait que je me demande lequel que je vais. Vas-y, avec des films québécois ou des films pas québécois? Ben, tu peux y aller avec les films québécois. OK, non, vas-y avec pas les Québécois, puis tu finiras avec les Québécois. OK. J'ai regardé 2 films qui... en fait, un film que j'ai regardé qui m'a amené vers l'autre film après. Okay. Le premier film que j'ai regardé, c'est The F-Word avec Harry Potter sans que ce soit Harry Potter. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai regardé un film d'Harry Potter sans Harry Potter. Tu sais. Harry Potter, puis Kylo Ren. Ça fait bizarre de voir Daniel Radcliffe. C'est comme, hey, c'est pas Harry Potter, puis comme c'est Daniel Radcliffe, mais c'est bizarre. C'est comme difficile de dissocier. Là. Ouais. Ben, t'avais pas vu d'autres de ces films? Non, je n'avais jamais vu d'autres, je pense. OK, c'est cohérent quand même. Je sais qu'il y en a fait d'autres, mais ça n'a pas donné. C'est comme Swiss Army Man, j'aimerais ça le voir, mais ça n'a pas donné. Ouais, ça a l'air que c'est bon. Puis c'est ça. The F-Word, c'est une comédie romantique canadienne. Si je me trompe pas, parce que c'est tourné à Toronto, puis ça se passe à Toronto. Ouais. Puis c'est Daniel Radcliffe que là, il s'est fait domper par son ex. Puis là, il prend mal ça, puis il est pas bien, puis il va mal. Puis là, il rencontre la cousine de son coloc. Qu'elle, elle a un chum, mais là, il commence à triper dessus, puis là, il devient ami un peu, puis c'est ça. Son coloc qui est Adam Driver. Qui est génial. Dans le film Driver, il est très très bon, puis il est drôle. Puis il faut avec tout ce qui bouge. Ben, il se marie avec la fille qui arrive au début. Puis il y a un enfant à la fin avec. Puis, dans le fond, c'est une histoire romantique classique où est-ce que c'est de l'amour impossible, puis ça va-tu arriver ou pas, puis c'est ça qu'on se demande. Puis c'est un film quasiment américain, fait que ça arrive. Là. Mais, c'est ça. Je trouve que c'est un film qui est simple, qui est beau, qui est drôle. Tu sais. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça fait ta job. Ça fait la job. C'est sûr que c'est pas du grand cinéma, c'est léger, mais je trouve que c'était le fun à regarder. Daniel Radcliffe, il est bon, les filles sont bonnes, Adam Driver, il est bon, c'est drôle. Il y a juste une scène que je parlais avec mon ami Marquis, puis il me dit que c'est ça cette affaire-là. Tu sais, quand au départ, il part en courant de la salle de bain, puis le gars, il revole genre en bas de la fenêtre. C'est comme, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Ça n'a comme pas de sens, là, mais tu sais. Ben, je pense en général, le film, il sait aussi justement comme. Ça, mettons, quand tu regardes le livre, pas le livre, mais le message, les dessins de la fille, tu vois un peu une imagination de Daniel Radcliffe sur la personne. Des fois, tu as comme des images, des scènes qui. Comment moi je le voyais, là, c'était comme des scènes, des fois, que c'était juste dans la tête à Daniel Radcliffe, puis qu'est-ce qui se passait. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'on voyait, nous, mais ce que lui voyait. Mais c'était quand même, c'était sympathique comme film, là, mais je dirais pas que c'était un bon film, selon moi. Là, non, c'était bien. C'était sympathique, quoi. C'est pas un grand film, là, on s'entend, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder, c'était très le fun. Oh, ouais. C'était relax, là, Comme tu disais, c'était le fun de voir Daniel Radcliffe en pas Harry Potter. Ouais. Puis il est bon, c'est un bon comédien. Là. Oui, il fait la job. Mais c'est sûr que, moi j'en ai vu plusieurs, de ces films qui a fait plus indépendant. Puis je trouve qu'il y a quand même un jeu d'acteur qui revient souvent dans ces films. Là. Des fois, il a l'air mal à l'aise ou il sait pas trop comment se placer. En tout cas, c'est moi. Là. Mais ça reste un bon acteur quand même. Mais je te conseillerais de voir Horns, si tu l'as pas vu. Là. Je sais pas c'est quoi. C'est Corn en français. Horns. C'est Daniel Radcliffe qui... sa femme, elle s'est tuée. Puis là, il
il devient sa jeune femme. Ils sont comme un vieux couple. Là. Puis là, il est comme... il reçoit une malédiction, si tu veux, puis il devient comme le diable. Là. Fait que t'as comme des cornes qui poussent sa tête. Puis là, il peut tuer qui il veut, là, parce qu'il recherche le meurtrier de sa femme. Fait que là, il va comme interroger son voisinage, puis tout le kit. Là. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais c'était quand même un bon film. Là. D'ailleurs, c'est Alexandre Aja qui vient de sortir un film, je pense, sur Netflix. Ouais. Qui s'appelle Oxygène avec Mélanie Laurent. Ouais. C'est drôle parce que je lisais ma revue 24 images hier, puis il y avait ça dedans. C'est comme un drôle d'adon. C'est vrai? Ouais. Ah. Mais il était populaire, lui, pour Alexandre Aja, là, pour des films d'horreur. Là. Il faisait comme... c'est lui qui a fait Piranha. Ouais. Il a fait Haute Tension. Avec, avec Cécile de France. Ah, c'est un Français, c'est des films français. C'était pas tellement bon, là, Haute Tension, je trouve, mais c'était quand même un punch final assez écœurant. Là. Ah, ben intéressant. C'est souvent sanglant, là, ces films. Fait que je sais pas, Exigène, c'est quoi exactement? Mélanie Laurent, c'est quand même... C'est un film d'horreur, tu penses? Ben, c'est prendre la science-fiction d'horreur. Parce que le dernier 24 images, ben oui, c'est ça, le dernier 24 images aussi, c'est sur la science-fiction contemporaine. Fait qu'ils font comme des dossiers par rapport à penser l'avenir, puis comme ça, c'était vraiment intéressant. Je le conseille. Mais... le prochain David Cronenberg, ça va être bon. Mais c'est ça, dans le fond, le Oxygène, ça dit une femme se réveille dans une chambre cryogénique sans se souvenir comment elle y est arrivée et doit trouver un moyen de s'en sortir avant de manquer d'air. Aïe aïe! OK. Je sais pas si c'est bon, mais il y a quand même 67 de Metascore. C'est pas dramatique. Là, ouais. Ben, c'est sûr, Netflix, des fois, ils minimisent aussi leurs films. Là. Des fois, c'est long puis plate pour rien. Ouais. On va checker ça. Ouais. Ah, puis c'est ça. En parlant de Netflix, t'as su ce qu'ils vont faire, là, vu qu'ils ont perdu des abonnés. Puis, Ah, ils font quoi? Ben, ce que j'ai entendu à la radio, puis j'ai vu aussi sur Facebook le passé, mais vu qu'ils ont perdu des abonnés, ils vont, pour que les gens continuent de partager le mot de passe, là, puis, mettons, de le donner à d'autres maisons, ils vont augmenter les prix. Ouais. Genre, admettons, de 20 à 24 $. Puis, ceux qui veulent payer moins cher, ils vont mettre des publicités. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ça va être dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, déjà que leur contenu, c'est de la style merde. C'est ça. Ils vont faire ça en plus. Ben là, à la radio, c'était Billy Telly qui parlait, mais il disait « Ah, tabarnak, ça va de la merde! » J'espère que ça va pas être la norme pour les autres plateformes après ça. Là. Ben, je pense pas. Tu sais, comme t'as Disney+, que c'est sûr que les gens qui ont des familles, là, ils ont laissé Netflix pour Disney+. Là, ben, à moins qu'ils ont les deux, là, mais je pense qu'en général, les familles ont laissé Netflix pour aller avec Disney+, vu que Disney+, il y a plein d'affaires pour enfants. Puis tant qu'à moi, le contenu meilleur sur Disney+, aussi, les films qu'ils ont hors Disney sont écœurants. Ben oui, ils ont plus un grand éventail. Tandis que Netflix a beaucoup quand même de films, mais c'est plus un peu du pitchage par-là, par-ci par-là. Puis leur contenu à eux, leur série, c'est tout le temps un peu redondant, là, je trouve. Ouais, c'est de la merde. Ouais. J'ai commencé Peaky Blinders, c'est bon. Mais à part ça, la seule affaire que j'écoutais, c'était Stranger Things. On va checker la suite. Regarde. On fait ce qu'on peut. Mais là, c'est ça. The F-Word, à partir de là, ça m'a amené sur un autre film. Parce que, tu sais, dans The F-Word, à un moment donné, Daniel Radcliffe s'en va au cinéma tout seul. Puis la fille, elle dit hey, tu vas voir The Princess Bride tout seul, genre, tu vas pas bien. Ouais. Fait que j'ai regardé The Princess Bride de Rob Reiner. J'avais jamais vu. T'as jamais vu ça? Non, jamais. C'est mon film. Oui, c'était cool. T'es comme Stéphane Leclerc. Il connaissait pas ça. Ah ouais? Ben, quelqu'un a lancé ça un moment donné dans le cours, puis là, il était là, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Puis là, tout le monde dans la classe, on était comme, what? Tu connais pas ça? What the fuck? Mais ouais, très bon film. Ah, c'était cool. Ouais. C'était un peu genre du sous Monty Python. Ça ressemble au Holy Grail, mais plus sérieux, c'est plus sérieux dans son style de film romantique médiéval un peu. Là. Ou même, la semaine passée, on parlait de Your Highness, puis c'est pas aussi épais que ça, mais c'est la même chose un peu. C'est le même concept, là, ouais. Mais c'était le fun parce que t'as aussi une petite part justement de parodie, mais ça reste quand même du sérieux. Puis
Ouais. Ça reste plus sérieux. Tu sais, t'as Carrie Ells qui, après ça, il a fait Robin Hood là, en collant. Tu sais, Robin des Bois en collant. Carrie Ells, c'est genre le gars qui vient le sauver. Là, ouais, le prince, là, tu sais. Okay. Ben, le genre de prince. Puis, c'est ça, Robin des Bois en collant, c'était plus parodie là, de Robin des Bois, mais ça fitait aussi dans le moule. Là. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, l'histoire en général de ce film-là, juste pour les gens, c'est une princesse qui est tombée amoureuse d'un genre de servant. Ben, c'est pas un servant, mais c'est comme un paysan. Ouais. Puis là, le paysan, il meurt. Fait que là, elle est comme en deuil de son paysan. Puis comme, ah fuck, j'ai perdu l'amour, puis je vivrai plus jamais l'amour de ma vie. Fait que là, finalement, elle va se marier avec le roi, ou je sais pas, c'est quoi son titre au gars. C'est comme un haut placé. Ouais. Puis finalement, elle se fait kidnapper par 3 bandits, dont Andrew the Giant, qui était vraiment cool. André Romanoff, là, je me souviens plus. Ouais. Qui est immense. Puis c'est ça. Fait que là, t'as comme un genre de. Comment t'appelles ça? C'est pas Zorro, là, mais. Un espèce de. Pas un cambrioleur, là, mais un genre de héros. Un gars. Héros qui se lance à sa poursuite pour la sauver. Un justicier. Un justicier, exactement. Puis là, il faut qu'il défasse comme les 3 brigands qui l'ont kidnappé. Puis là, tu te rends compte finalement, le héros, c'est le paysan qui est mort, finalement, qui n'est pas mort. T'sais. Fait que là, le but, c'est d'essayer de sauver l'amour pour qu'elle puisse se marier avec le justicier à la place du roi. Celui qu'elle aime. C'est ça. Il faut que l'amour gagne. L'amour prime dans la vie. Ben, l'amour gagne toujours, Ben. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. Je pense que ma scène préférée à un moment donné, c'est qu'elle a dit au prêtre, elle dit comme hey, genre, je t'ai toujours vraiment aimé, puis là, je vais me suicider. Fait que là, je te donne un bec. Fait que là, le prêtre, il fait juste dire ah, elle m'a donné un bec, c'est vraiment cool, puis il se fout qu'elle va se suicider. C'est génial. Ben, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est comme. C'est satirique, mais en même temps, tu te dis, bon, OK, dans ce monde-là, tu sais, peut-être que c'est normal, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que c'était un bel entre-deux, tu sais, entre la comédie et entre le film sérieux. C'était sympathique. Ouais. J'ai pas trippé plus que ça, là, mais je trouve que c'était le fun à regarder. Tu sais, moi non plus, tu sais, je suis pas un grand fan, tu sais, mais tu sais, je peux comprendre, mettons, l'espèce de vague de fans que ça a créé, tu sais, c'est plus aussi de notre génération là, qu'on connaît ça, vu que on était plus jeunes quand c'est sorti, puis on a comme grandi avec ça, mais il y a beaucoup de fans là, à travers le monde qui adorent ce film-là. T'sais. Mais tu sais, la prochaine étape, c'est When Harry Met Sally de Rob Reiner, que j'ai jamais vu non plus, j'ai pas vu. Ça fait un job, mais tu sais, encore, c'est une comédie romantique, fait que c'est moins mon type de film, mais c'est quand même plaisant à regarder. Ça fait un job. Je suis curieux. Ben, la curiosité fait partie de l'être humain. Ben... Ah ouais. Je peux te finir mon bloc de Nick Cage, si tu veux. Ouais, vas-y. Je vais juste, regarder. Ouais, vas-y. Je vais juste brancher mon ordi entre-temps. OK. C'est long. Ben, vas-y, parle, je t'entends. OK, ouais, OK. Bon. On a parlé, tu sais, c'est sûr, de ces grands films qu'il a fait à travers, justement, sa carrière. Puis, tu sais, je trouve le film, en tout cas, avec lequel j'ai grandi, puis que, tu sais, Ben, j'ai grandi, tu sais, j'étais déjà quand même vieux là, quand c'est sorti, mais le film qui m'a le plus fait, justement, diverti, si tu veux, dans sa filmographie, ben, je te dirais c'est Trésor national, le premier. Tu sais, c'est un film, on se le disait, c'est un blockbuster, c'est un film, c'est sûr que ça va attirer la foule, mais je trouvais que c'était un beau mélange entre Indiana Jones puis d'autres films plus modernes, là, que t'es à la recherche d'un trésor, puis Nick Cage, dans ce film-là, t'as quand même un personnage qui rejoint tous ces autres personnages qu'il a joués avant. C'est un gars qui est obsédé par l'histoire américaine, puis par l'histoire en général. Puis, il est juste... C'est un gars qui vit... Vu son nom, il est un peu noble de nom, Benjamin Gates, ben, il agit un peu comme un personnage justement qui est noble, puis que c'est un peu comme un chercheur de trésors. Il fait ça pas pour l'argent, mais il fait ça pour l'histoire, puis pour son nom à lui, puis pour les générations à venir. Fait que, je trouve que tout l'ensemble du personnage autour de l'œuvre, il est bon. C'est sûr, le deuxième, j'ai moins aimé, mais le premier, il vole la déclaration de l'indépendance pour trouver son trésor, puis là,
ça l'emmène dans une toute autre aventure. Puis t'as Sean Bean aussi, qui joue le méchant, qui est écœurant aussi. Tu l'as déjà vu, le Trésor national? Ouais, je pense que je l'ai vu au cinéma. OK, ouais, moi aussi. Ben, tu sais, c'est Sean Bean, il est écœurant aussi dans le rôle de son méchant, tu sais. Puis c'est un des rares films où il meurt pas. C'est j'allais dire. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Mais tu sais, je trouve la relation, l'espèce de la dualité entre les deux personnages, je trouve que c'est bon. Au début du film, tu sens qu'ils travaillent ensemble, mais qu'ils se connaissent pas tant. Puis là, ben, t'as la trahison de Sean Bean, puis tout le reste du film, c'est comme la dualité entre les deux, celui qui va trouver le trésor en premier. Puis c'est comme une vraie chasse au trésor dans ce temps-là. Là. Mais je trouvais dans le deuxième, ça perdait un peu d'essence. Là. Ed Harris était un peu bizarre dans le deuxième. Puis c'était comme une histoire un peu plus pour son nom. Il voulait découvrir le trésor plus pour son nom, mais en même temps, il était comme obligé de le découvrir pour le méchant. Fait que je trouvais ça moins enjoyable, là, je trouve. Mais je serais vraiment down pour un troisième film. Puis, je sais qu'il y avait comme des rumeurs comme quoi ça allait être une série là, sur Disney+. Je suis pas tant down, là, parce que je pense pas que Nick Cage ferait une série non plus, mais à voir. Ça reste à voir. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Ben? C'est-tu meilleur que Tomb Raider avec Alicia Vikander? Ben oui, c'est meilleur. Là. Tomb Raider, c'est le fun, mais mettons, celui d'Alicia Vikander, t'as comme aucun trésor. Elle y va juste pour son père, elle y va même pas pour le trésor, tandis que Tomb Raider, elle fait ça pour. Ben, Lara Croft, elle fait ça parce qu'elle aime découvrir les trésors puis tout, là, mais en tout cas, ça reste à voir aussi s'il y a une suite à ça aussi. Là. Ben, je pense que oui. Oui, ok. Ouais. Mais parce que je suis plugué avec Alicia Vikander. Je fais que. Aïe, il est grand de c'est vrai sur Instagram, là? Ouais, en général. Puis elle dit qu'il va y avoir une suite? Ben, il me semble que j'ai vu qu'il tournait une suite bientôt. Okay. Ou si c'était déjà tourné, je me souviens pas. Mais... Non, c'est intéressant. Ça va être à suivre. Si on peut voir la vraie Lara Croft avec ses guns et tout le kit, avec le fun. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le Trésor national, tu sais, déjà, le réalisateur Sean Durable, je ne sais plus comment le dire, mais tu sais, je trouve dans ses films, c'est tout le temps des bons thrillers, puis tu sais, comme c'est des thrillers, mais fantastiques, là, c'est une aventure, fait que tu sais, la musique, elle fit aussi, puis on parlait du Rocher, avec la grosse musique à la fin, puis c'est un peu le mindset aussi de Michael Bay, mettre beaucoup de musique dans son film, puis c'est très américain aussi, mais je trouve que ça fait aussi la force du film quand il y a pas mal de musique puis que c'est très stressant comme moment. Là. Bref. John Turteltaub. Turteltaub, c'est ça. Qui nous a offert de Meg. Oui, le gros Meg. C'est tout, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une suite. Es-tu supposé? Ben, je pense que Jason Statham en parlait l'autre fois, mais en tout cas, à suivre. À suivre. C'est très à suivre. Puis sinon, Nick Cage, c'est ça. Raising Arizona, c'est sûr, c'est un des incontournables, des vieux films qu'il a fait. Wild Out Earth aussi, si vous réussissez à le trouver ou à le voir, c'est immanquable. Là. Moi, j'adore Nick Cage, regarde. Mandy aussi. Mandy, c'est dans ses derniers films indépendants, là, son immanquable, c'est vraiment Mandy. Sinon, Color Out of Space, c'était quand même pas pire comme film. J'ai bien aimé. T'as Willy's Wonderland, que c'était vraiment ridicule, là, mais c'est Nick Cage qui perd la carte et qui tue des marionnettes. Fait que c'est le fun. Puis sinon, il y a Pig que j'aimerais vraiment écouter. Je sais pas s'il est sur Amazon. Je ne sais pas. Mais Pig, ça a l'air que c'est écœurant aussi. J'ai hâte de voir où est-ce que un talent normatif le mène. Puis où est-ce que ça va diriger sa carrière. Si les critiques sont bonnes jusqu'à maintenant, c'est-tu juste ses fans qui vont aimer son film ou si ça va y ouvrir des portes sur un autre genre de public, puis à suivre. Au moins, Nick on voit Cage, qu'il y a encore du jus, Nick Cage. Il est encore bon. Ben, il y a encore du juice, puis on s'ennuie jamais. Non. Bien sûr, il y a son prochain film là, qui sort, c'est Renfield. Il va jouer un Dracula. Ouais, il va jouer un Dracula. Là. Fait que ça va être à suivre aussi. Là. Comment t'écris ça, Renfield? Renfield. R-E-I-N-V-I-E-L-D. Me semble. Là.
À moins que je me mélange entre non. Attends, je vais aller le chercher sur son compte à lui. Acteur. Nick Cage. Renfield, ok, je l'ai. Ouais, Renfield, c'est ça. R-E-N. C'est ça. Un film de Chris McKay. Ouais. Ça va être intéressant quand même de voir Nick Cage dans un film plus fantastique, là. C'est horreur aussi, là. Fait que je sais pas s'il va y avoir des rappels. Il a l'air bizarre, en tout cas. Ouais, ben ça va être un vampire, ça va être écœurant. Check, tu vois-tu un peu son look, là? Tu vois-tu? Ouais, j'ai vu la photo. Il y a des longs doigts, là. Ouais. Mais ça m'a rappelé peut-être son film de vampire qu'il avait fait, là. C'était-tu de Vampire Kiss, non? Un de ses premiers films qu'il a fait, là, c'était un film de vampire, puis il était écœurant. Il y a plein de memes sur lui, là, de ça. Je l'ai juste vu une fois, je me rappelle plus son... Allez voir, là, stick. C'est pas... Mais tu sais, dans Renfield, tu vas avoir Nicholas Hoult, tu vas avoir Ben Schwartz, des bons noms, là. Son premier film de vampire, tu dis c'est au début de sa carrière? Ouais, il était jeune quand même, là. Birdie, c'est drôle, on parlait de ça l'autre jour. Ouais, Birdie, c'était pas pire, tout. Embrasse-moi, vampire. Ah, c'est ça. En 88. Vampire's Kiss. Vampire. Ouais. Ah, je connais pas. Non, ben, je l'ai vu une fois, mais c'était quand même écœurant. Quand même... Sinon, ben, on parle de parce que là, je vois sa filmographie ici. Là, j'ai plein de bons films que j'ai complètement oublié de parler. Adaptation, qui est écœurant. Ah oui, c'est tellement bon, ça. Puis on parlait de Being John Malkovich, c'est Charlie ça. Kaufman aussi. C'est ça, ça fait un job. Sinon, un des bons films que j'adore de lui, c'est Bringing Out the Dead. Le Scorsese. Ouais, le Scorsese. Sinon, écoute, dans les dernières années, c'est sûr, il a fait des films plus moyens. Kick-ass. Ouais, ben, Kick-ass, tu vois, je vais t'en parler bientôt pour mon prochain, mon prochain bloc, là, qui est une série là, que j'ai écoutée, mais c'est un peu en lien avec Kick-ass. Je t'en reparle après ton bloc. Tu m'attires en tabastac parce que Kick-ass, j'adore ça. Là. Je le sais. Je le sais que t'adores ça, puis c'était comme mon lien pour faire de Nicolas Cage à ma série. Fait que, prochainement. Mais sinon, le World Trade Center, j'avais bien aimé de Oliver Stone. Je trouvais que ça montrait bien l'histoire là, des tours jumelles là, qui se sont effondrées. Là. Puis Nick Cage, il joue un bon personnage là, aussi, là, avec une moustache. Que je peux finir avec mes deux films québécois que je te disais. Ouais, vas-y. C'est deux films de Philippe Lesage, qui est un réalisateur qui a fait des choses que je connais pas tant. Il a fait Les Démons que j'avais déjà vu avant, qui étaient vraiment le fun. C'était des films qui sont assez lourds. Ça a l'air que ça a été bon, ça, là, Les Démons. C'était bon, Les Démons, c'est des sujets qui sont assez roughs dans ces films. Tu sais, Les Démons, ça parle de pédophilie puis de l'agression sexuelle. C'est comme, oh fuck. C'est bizarre, mais... Ouais. Fait que j'ai regardé Genèse, que je pense que c'est son dernier film, mais je suis pas sûr, je pense que c'est un film de 2018. OK. Avec un gros casting. C'est tous des jeunes, c'est un méchant gros casting. Puis à Star, c'est tous des big comédiens jeunes. Genre, Émilie Bière, elle a une coupe de scène dans ça. Théodore Pellerin, il vole le show, il est fantastique. Là. Tu connais Théodore Pellerin? Non. Ben, tu sais, dans Chien de garde. Là, ah, OK, ouais, c'est lui. C'est le frère qui est un peu bizarre, là. C'est lui. Celui qui a les cheveux rasés. Là. Ouais. Puis à Star, il fait des films aux États-Unis, puis c'est un comédien hors pair. Là. Ah ouais, il est devenu big, ouais. Ouais. Qu'est-ce que puis dans le fond, Genèse, c'est l'histoire, c'est comme trois histoires distinctes. Puis c'est comme les premières amourettes, puis les premières relations. Puis dans le fond, t'as une relation que c'est Pierre-Luc Funk avec Noé Habitat. Puis là, Pierre-Luc Funk, il dit on pourrait faire une relation ouverte. Puis là, il est comme pas trop ouvert, mais là, il l'essaye, puis là, ça chie un peu leur affaire. Puis c'est ça. Puis c'est juste que tu vis le moment avec eux, puis c'est bon, c'est très bon. C'est très viscéral, puis c'est un peu... En général, je te dirais que les couples qui essayent ça va tout le temps à dompe, là, à fin de compte. Tu sais, c'est des jeunes, je sais même pas si ils ont 20 ans dans le film. Là, fait que c'est ça. Okay. Après ça, tu as une autre histoire que c'est Théodore Pellerin qui tombe amoureux de son meilleur ami dans sa classe. C'est genre, je sais pas comment t'appelles ça, mais tu sais, des écoles où est-ce que tu dors là. Ouais, OK. Des écoles privées, là, genre. C'est ça. Puis là, il apprend qu'il tombe amoureux de son meilleur ami. Puis là, c'est comment tu fais pour vivre avec ça. Il est homosexuel. Un peu comme dans 1,54. Ouais, non. Pas le même genre de film.
Puis l'autre histoire, c'est juste comme Édouard Tremblay-Grenier, qui est le gars de Daniel Grenier, d'ailleurs. OK, je connais pas. Oui, Daniel Grenier, tu connais, les Chicken Swell. Là. Ouais, ben je connais pas son fils, là. OK, mais il joue à son gars, il joue dans un démon aussi. C'est le petit gars qui joue dans un OK, ben j'ai démon. pas vu les démons. J'ai pas vu les démons. Puis, tu sais, justement, lui, il a comme une petite relation avec Émilie Bière dans le film. Puis, tu sais, Émilie Bière, puis lui, dans Les Beaux Malaises, la dernière saison, c'est comme des frères et sœurs. Fait que ça, c'est le fun. Ah, c'est vrai? Tabarnache. Puis, Inceste? dans le fond, c'est ça. Ils sont dans un camp de vacances. Puis là, ils rencontrent Émilie Bière. Puis là, c'est comme une petite relation. Puis, il dit, hey, comment que. Elle peut être ma blonde. Il jase avec des gens. Puis, il dit, comment je fais pour dire que je l'aime, des affaires comme ça. Puis, c'est beau, tu sais. Puis là, au final, c'est une relation qui peut pas durer parce que, tu sais, à la fin du camp, ben, tu t'en vas chacun de ton bord. Puis, c'est terminé, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est comme des relations un peu mélancoliques. Tu vis ça avec eux, tu vis le moment. C'est un film qui prend son temps, puis c'est pas garoché, c'est lent. Ouais. C'est le fun. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'était très bon. Ben, ça a l'air intéressant. Ça a l'air C'est un coup de intéressant. cœur. Ouais. OK. Je pense que ça se trouve sur tout.tv. Moi, j'allais en Blu-ray, mais je pense que ça se trouve sur Ah, c'est tout.tv. fun. Fait que, je sais pas si t'aimerais ça. Là. Je suis pas sûr que t'aimerais ça, mais je te le conseille. Ben, regarde, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à tout. Mais non, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que ça vaut la peine d'être regardé. Là. Philippe Lesage. Ouais, ben c'est un film aussi inconnu, j'imagine, là, parce que. Ben, je pense pas que c'est un film qui a fait des grosses runs dans le cinéma, puis il n'y a pas eu beaucoup de publicité, là, mais c'est ça. C'est dommage, par contre, ça devrait, parce que c'est des. C'est un film de quelle année? 2018, je pense. OK. C'est quand même la job. Ouais. Philippe Lesage, je pense que c'est un réalisateur à suivre prochainement. Il est solide. Puis justement, l'autre film que j'ai regardé avant ça, après ça, j'ai regardé Pourrons-nous vivre ensemble, qui est un documentaire qu'il a fait en France, je pense, 2012-2013, je pense, je ne suis pas sûr des dates, là, mais en tout cas. Puis dans le fond, c'est juste lui qui se promène d'un quartier de Paris. Puis c'est comme un portrait sociologique de Paris. T'sais. Fait qu'il se promène dans les différents quartiers, les différentes agglomérations, puis il va voir comme les différentes ethnies, puis les différentes cultures. Puis tu vois le clash entre les Blancs, les Maghrébins, les Noirs, puis ceux qui habitent tel quartier par rapport à l'autre quartier. Puis tu vois que c'est pas égal, puis c'est un peu la violence, puis les préjugés qu'un a par rapport à l'autre, puis comme les inégalités. Puis ça, c'était vraiment beau. Puis tu sais, des fois, il y a comme un sociologue aussi qui vient intervenir dans le film, puis il suit ses journées. Puis lui, il fait des propos par rapport à ce qu'on voit, puis il parle de la sociologie qu'on connaît en France. Là, c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant. Ça dure 1h20. Ça s'écoute bien. Puis c'est une sociologie aussi qu'on découvre aussi ailleurs là, dans le monde. Ah, c'est clair que c'est pas unique à Paris, sauf que ça donnait que c'était Paris là-bas, puis les inégalités, puis la violence, puis dans les cités, ça existe. Oui, c'est ça, exactement. Dans les cités, tout ça. Qui n'ont pas accès à des beaux infrastructures, à l'école, des affaires comme ça, par rapport à, mettons, les riches blancs qui habitent dans le mid-temps de Paris. Là, t'es écœurant. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ça, par contre, parce que c'est un film que j'ai eu avec 24 images, mais... Ouais, j'en ai jamais entendu parler. Ça doit être dur à trouver, par contre, c'est ça. C'est en France, peut-être? Je sais pas. C'est un film québécois. C'est un film québécois qui, je pense qu'il a financé lui-même avec son cash. Là. OK, en plus. Ouais. Ça doit jouer à la Cinémathèque québécoise de temps en temps. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Okay. Si les gens ont la chance de voir ça, là, pourrons-nous vivre ensemble. Ça vaut la peine. Bon film québécois. Des bons films québécois. Des bons films québécois. Barnache. C'est ça. Oui, c'était écœurant. Ben moi, je vais voir là, prochainement un film québécois. Norbeau, à suivre. Pareil que c'est super bon. Ouais, j'ai hâte de voir. Kick-Ass! Tu t'as bien aimé Kick-Ass? Je suis un méga fan de Kick-Ass. Nick Cage est écœurant dans son rôle là, du genre de Batman justicier. Big Daddy. Ouais, Big Daddy. J'ai été... c'est une série sur Amazon Prime. Ben, Prime Video, là, Amazon, le streaming d'Amazon. Puis c'est une série que ça fait longtemps que je regardais. Puis tu sais, tous mes amis, justement, qui savent à quel point je suis un grand fan des super-héros puis de séries du genre. Il me disait tout le temps, faut que tu écoutes ça, t'as pas encore écouté. Puis c'est une série qui date de 2018-2019. Il y a 2 saisons à date, puis je me suis claqué 2 saisons en moins d'une semaine. Parce que ça s'écoute quand même bien, parce que c'est 8 épisodes par saison, puis ça dure comme environ 1 heure là, chaque épisode, mais ça s'écoute super bien, puis j'ai adoré. La série, c'est The Boys. The Boys. The Boys. C'est très bon
comme façade. Dans le fond, c'est une série qui est basée sur des comics là, qu'il y a déjà eu du genre. C'est des comics de... comment il s'appelle déjà? Garth Ennis, je pense. Quelque chose comme ça. Garth... ouais, c'est ça. Garth Ennis. Ouais, c'est ça, Garth Ennis, ouais. Qui a écrit qui a créé ce comics-là. Puis, dans le fond, c'est un monde dans lequel les super-héros existent. Les super-héros sont vus comme des gens qui ont été bénis par Dieu parce qu'ils sont nés avec leur pouvoir, puis les gens les mettent vraiment sur un piédestal. Puis au final, ben, c'est des super-héros qui n'ont pas de morale parce qu'en dehors de toute la publicité et tout ce qu'on voit aux nouvelles, ben, ils se foutent du monde, puis tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, puis c'est l'image qu'ils projettent plus, là, parce qu'il y a plein de super-héros dans le monde, mais il y a les 7, qui se font appeler les 7. Puis c'est un groupe de super-héros formé un peu comme à la Justice League là, ou Avengers. Puis c'est une entreprise qui s'appelle Vault, là, qu'ils ont créé ces 7-là comme pour leur image. Puis c'est eux qui font toute la publicité, ils font des films sur eux, ils font des œuvres de charité avec les super-héros. Puis dans le fond, c'est comme une entreprise qui organise toute leur vie, là, tu sais. Fait qu'eux autres sont millionnaires, les super-héros, puis tout ce qui se passe, admettons, ils sauvent un avion, mais là, il y a 2 morts dans l'avion parce que le super-héros a été trop rough. Ben là, l'entreprise va cacher le fait qu'ils sont morts à cause du super-héros, tu sais. Puis, à travers ça, tu suis l'histoire de Yui, que il est joué par Jack Quaid, qui est le fils de Meg Ryan puis Dennis Quaid, là. Il jouait dans le dernier Scream. Là. En tout cas, je l'ai bien aimé dans Scream. Puis là, dans cette série-là, il était écœurant et tout. Là. Il joue un jeune de 20 ans, là, que sa blonde est morte à cause d'un super-héros. Mais elle est morte vraiment de façon ridicule. Là. Parce que c'est très sanglant comme série. Puis c'est très proche de la réalité aussi, là, comment c'est fait. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, ça ressemble un peu à... c'est un mélange entre Watchmen et Kick-Ass. Parce que c'est très réaliste, c'est très sérieux comme propos, mais c'est quand même ridicule du côté que c'est impossible, ça arrive de même, mais je me dis, s'il y avait vraiment des super-héros dans le monde, c'est peut-être possible que ça vire qu'il y a une entreprise qui prenne le contrôle des super-héros puis que les super-héros font juste ce qu'ils veulent, quand ils veulent, puis peu importe. Là. Mais ce jeune-là qui a perdu sa blonde, mais là, lui, il va se faire approcher par l'entreprise pour avoir, mettons, 45 000 pour cacher le fait que sa blonde n'était pas au milieu de la rue, n'était pas comme à mauvaise place au mauvais moment. C'est juste le super-héros qui a comme passé sur elle, puis c'est tout. Puis là, finalement, lui, il refuse, il est encore comme en colère, mais c'est un jeune assez introverti, puis il est timide, il va pas prendre le lead. Mais là, il se fait approcher par un gars qui s'appelle Billy Butcher, qui est joué par Carl Urban, qui est vraiment, il fait vraiment sa carrière là, avec cette série-là, là, je trouve. Puis c'est un gars que lui, il a une rage contre les super-héros. Là. Puis dans la série, les super-héros, il les appelle les super, là, les SOP. Là. C'est les super. Puis lui, dans le fond, il a comme perdu, sa femme est disparue. Puis là, il ne sait pas si elle est encore en vie ou morte. Mais lui, il pourchasse le plus grand des super-héros là, de l'unité des 7. Là. Il s'appelle Homeland. Puis en français, je pense qu'ils disent protecteur. Puis c'est un genre de Superman, là, ce gars-là. Il vole, il est super fort, puis il a comme des lasers dans les yeux. Là. Il peut comme... il peut te couper en deux en un cliquement d'œil. Là. Puis fait que lui, il recherche sa femme, puis là, il court après les super depuis des années. Puis là, il va engager le jeune pour l'aider. Puis là, il va comme reconstruire toute son équipe. Puis derrière ça, il y a comme toute une histoire de son équipe. Il y en a un qui il se fait appeler la crème. Puis c'est un gars que il a une famille puis tout, mais des années auparavant, il travaillait avec Billy Butcher puis la CIA pour arrêter les super. Puis t'en as un autre qui s'appelle le Français. Puis lui, c'est un revendeur d'armes, puis il fait des bombes, puis il a plein d'affaires. En tout cas, c'est une espèce de petit terroriste. Puis ils ont tous comme un passé par rapport aux super, puis ils ont comme toute une raison de vouloir tuer les super. Puis la série, dans le fond, c'est
c'est vraiment juste cette gang-là qui court après les super, puis tu vois les super, leur monde, comment ils réagissent dans leur vie personnelle, puis qu'est-ce qui se passe. Puis à travers ça, tu as une nouvelle super qui rejoint les 7. Puis c'est comme une petite fille de la campagne, là, que sa mère est super catholique, puis là, elle a le pouvoir d'illuminer, là, de contrôler l'électricité, puis elle fait juste une grosse lumière là, pour aveugler les gens. Puis elle va comme rencontrer Yugi par hasard, puis ils vont comme tomber en amour. Fait que là, il y a comme un amour entre les deux clans là, qui vont comme se rallier, en tout cas. Puis où est-ce que ça s'en va, la série? C'est vraiment bon, là, dans la saison 2. Je trouve que la saison 2 est un peu lente au début, par comment ça finit la saison 1, mais vers la fin, là, c'est écœurant. Puis j'ai juste hâte à la saison 3 en juin. Excuse, il y avait un chat dans la gorge. En juin, tu as la saison 3 qui sort, fait que ça va être très, très écœurant. C'est-tu ancré dans comme un contexte social comme Watchmen ou c'est vraiment de la fiction? Ben, je te dirais, c'est pas ancré dans un contexte social, mais tu vois comme des réactions qui sont legit réelles. Là, comment qu'on réagirait face à un groupe. Je pense que c'est plus aussi l'espèce de morale autour du fait que comment tu réagirais en tant que personne normale face à un incident d'un super-héros qui tue une personne que t'aimes à côté de toi, puis que lui, il n'a pas de morale. Le super-héros va s'excuser, mais c'est comme si je m'excuse, j'ai pas fait par exprès, puis là, il crie son camp, mais c'est parce qu'il y a des super-pouvoirs. Puis là, il y a comme des secrets, justement, dans l'entreprise là, des super-héros, que ça serait pas comme une bénédiction de Dieu, mais ça serait comme un produit qu'on injecte au bébé quand il naissent, qui lui donne les pouvoirs. Fait que là, il y a comme toute une quête. Les justiciers humains là, qui veulent arrêter les super, mais là, ils ont comme une quête pour aller comme démystifier les mystères, puis montrer ça au peuple pour vous dire, hey, vous aimez les super, mais ils ne sont pas super. C'est des gens fabriqués de toutes pièces, puis que c'est. En tout cas, c'est super bon comme série, puis ça s'écoute vraiment vite. Tu as 8 épisodes par saison. Là. C'est pour ça que j'aurais été quand même frustré de commencer la saison 1 en 2019, genre, puis d'attendre autant de temps pour la saison 3. Là. Ah, puis aussi, c'est-tu genre épisodique comme les épisodes de Star Wars, que c'est des épisodes, puis après ça, on s'en fout, puis ça n'a comme pas rapport avec les autres, ou c'est vraiment bien ficelé, puis c'est une ligne directrice? Non, c'est vraiment une ligne directrice. Là, ouais. Okay. Ah, tant c'est mieux, vraiment ça. comme des longs films. Là, un long film de 8 heures. Là, tant mieux. Ouais, c'est vraiment bien. Ben, tu as un peu de temps qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. Là. Mais comme toute saison, dans le fond. Là, mais entre épisodes, là, ça suit vraiment. Puis à la fin de l'épisode, tu as tout le temps une toune vraiment qu'on connaît. Là. C'est une toune, des tunes classiques, là, mais comme qui fit avec le moment, comment que ça finit. J'ai pas d'exemple comme ça, là, mais t'écouteras le film, c'est tout. Ah, ça a l'air cool. Je pense que t'aimerais ça, parce que si t'aimes Kick-Ass, t'as un peu le même genre de comique là, que Kick-Ass là, dans la série, par rapport aux gens normaux. Puis par rapport plus à Watchmen, plus question morale, question. Mettons le comédien dans Watchmen, le film, là, ben, t'as beaucoup de super-héros un peu de ce genre-là. Ils vont violer des gens parce qu'ils peuvent le faire. T'en as un. Il y en a un qui est drôle parce qu'il s'appelle l'homme-poisson, de Deep. Là. Puis c'est un genre de Aquaman. Mais à date, tout ce qu'on a vu de lui, c'est qu'il sait parler aux poissons. Là. Fait que, il peut amener des bancs de requins où tu veux, puis il peut comme amener une baleine où tu veux là, pour faire la merde puis tout. Mais lui, son personnage, c'est un crétin de marde, là, parce que il agresse sexuellement. Ben, il agresse pas sexuellement une fille, mais comme la nouvelle héros, ben, il va faire en sorte qu'elle donne une pipe pour rester dans le groupe. Puis là, ça va se savoir. Puis là, il va comme se faire rejeter, si tu veux, par le peuple parce que c'est un violeur, un harceleur sexuellement. Puis là, à travers ça, ben là, il va comme rejoindre un groupe plus religieux. Puis là, il va comme apprendre de ses erreurs, supposément. Mais ça montre bien, le personnage en tant que tel, vu que c'est une merde, ça montre bien le fait qu'il y a des pouvoirs de merde. Là, je veux dire, parler aux poissons, on s'en colline. En tant qu'Aquaman, il aurait pu contrôler l'eau, faire plein d'affaires hop, mais tout ce qu'il fait, c'est parler aux poissons. Fait que
Quand même le fun. Mais je pense que t'aimerais ça, là. Ah, peut-être je vais checker ça, peut-être. Là. Ça a l'air cool. Ben, écoutez ça, je vous le conseille. Sur ça, c'est Nick Cage. Wild at Heart. Yes, sir! Fait que la semaine prochaine, tu vas-tu avoir vu The Northman? En principe, oui. Ouais, moi aussi. Si tout va bien. Moi aussi. J'ai hâte de voir, ça va être bon. Tu regardes-tu les autres Robert Eggers avant ou pas? Moi, je pense pas, mais... Ben, je les ai vus quand même récemment, là, l'été passé. Fait que je pense que je les connais quand même par cœur. Ils sont excellents, là, par contre. Oui. Il y en a Mais sur je pense Netflix. aussi ils n'ont pas tant de lien là, avec ça. Fait que... Ben, je pense plus au style visuel, peut-être, mais en termes d'histoire, non, je pense que ça n'avait pas rapport. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir. J'ai pas vu les critiques encore, là, mais j'imagine en tout cas, j'imagine que ça va faire comme The Green Knight. Là. Les gens vont penser que c'est un film d'action de Vikings, puis finalement, ils vont peut-être être déçus par ça. Là, mais ben, tu sais, le gars de la presse, il a donné 2 étoiles. Mais comme j'ai plein d'affaires qui donnent 5 étoiles, puis que c'est extraordinaire. En tout cas, on verra. Ouais. Les critiques sont super. Fait que je suis assez confiant de Robert Eggers. C'est sûr que c'est des films qui sont assez edgy puis qui sont plus marginales. Ouais. Je suis assez confiant que ça va être bon. En tout cas, selon le trailer, ça a l'air plus accessible que ces 2 autres films, là, mais... Il paraît que c'est fucking violent. Ah, ben j'ai hâte de voir. Ouais. En tout cas, un film de Vikings, ça peut pas ne pas être violent, tu sais. Effectivement. Il faut que ça soit violent. Il faut. Ben, tu sais, c'est comme la série de Boys, c'est très violent, mais tu sais, ça passe bien, là. Mais j'écoutais la semaine passée, il est allé au podcast de Mark Maron, Robert Eggers, puis j'ai écouté son épisode, puis c'était intéressant. Il parlait un peu de son rapport aux Vikings et puis toutes ces affaires-là, pourquoi il a fait ça, puis tout, c'était intéressant. Ah, c'était écœurant. Oui. Hâte de voir. That's it! Moi, j'ai commencé cette semaine Neon Genesis Evangelion, tu connais ça? Oui. J'ai commencé ça parce que dans ma revue, je lisais, ça en parlait, parce que ça m'a comme intrigué. Puis c'est comme l'apogée de la science-fiction d'animé, là, fait que... Ouais. Je sais pas si je vais là. T'aimes ça? Ben, j'ai écouté 2 épisodes hier, fait que la date, c'est quand même le fun. Là. Fait que j'ai hâte de continuer pour voir si ça donne quoi. Là. C'est comme 26 épisodes de la saison 1, puis c'est une saison seulement. Fait que... Ah, ben c'est hâte. T'as jamais regardé ça? Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Okay. Ben, il est sur Netflix, fait que c'est ça. Je le regarde, puis je reviens avec ça. Fun. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on verra. Maybe, who knows? Ça dépend de quand est-ce que je regarde ça. Quand même 26 épisodes, c'est quand même beaucoup. Là. Écœurant, Nesté. Ouais. Ben, sur ce, bon podcast. Bon podcast. Bonne semaine de film, Benz. Ouais. Alléluia! On a des belles surprises qui s'en viennent. Oui, très belle. Toujours. Okay. Salut. Salutations!